Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio CSort, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Nous sommes le dimanche 14 septembre 2025, en direct de l'Indre, sous la pluie, et aujourd'hui je vous propose un nouvel épisode de Radio CSort, mais pas tout seul. Pour cette édition, je serai accompagné par une invitée, une voix invitée, qui viendra partager avec moi la revue de presse de la cybersécurité du jour. Au programme de cet épisode 421, les tokens OAuth compromis deviennent un risque critique dans la supply chain avec l'exemple de l'incident Celloft de Drift. Le FBI met en garde contre les groupes UNC 6040 et UNC 6395 qui ciblent Salesforce pour vol de données et extorsion. Un rapport souligne la nécessité d'un cadre efficace pour notifier les victimes de cyberattaques. La Suisse envisage une réglementation menaçant l'anonymat en ligne, poussant Proton à déplacer son infrastructure. Apple alerte une 4e fois cette année les utilisateurs français sur des campagnes de spyware, confirmées par le CERT-FR. Et Samsung en profite pour corriger la CVE 2025-21043, une faille 0-day exploitée sur ses appareils Android. Nous parlerons de DoorDash, un service aux États-Unis qui fait face à une vague d'escroqueries visant clients et livreurs. Bien entendu, vous retrouverez l'ensemble des sources utilisées dans la description de l'épisode, ainsi que sur le site de radiocessort.org. Un rapport récent met en lumière les risques liés à la gestion des tokens, OAuth, dans les intégrations tierces. Le scénario présenté décrit un acteur malveillant exploitant un token OAuth volé d'une application intégrée à Salesforce, utilisé pour énumérer des comptes et exfiltrer des données sensibles. L'incident rappelle celui-là de l'été 2025 avec l'intégration de Celloft Drift, un agent IA pour ce qui l'aurait un peu raté, où le groupe UNC 6395, non on va le faire à la française, UNC 6395, avait exploité un token compromis pour contourner la MFA et accéder à de nombreuses instances Salesforce. Le rapport souligne que ces attaques s'inscrivent dans une tendance plus large, déjà observée avec GitHub en 2022, CircleCI en 2023 et l'Internet Archive en 2024. Les vecteurs incluent des intégrations dormantes, un stockage non sécurisé des tokens et l'absence de rotation ou d'expiration. L'étude recommande de considérer les tokens comme des actifs critiques à protéger et à surveiller au même titre que des identifiants sensibles. 3 axes sont proposés. La gestion de posture avec inventaire et rotation régulière, le stockage sécurisé avec des solutions de gestion de secrets et enfin la surveillance active pour détecter rapidement toute utilisation abusive. Le document s'appuie sur des cadres de référence existants comme les guides du NIST ou appelle à renforcer les pratiques industrielles autour de la gouvernance OAuth et de l'hygiène des intégrations. Le FBI a publié une alerte flash concernant 2 groupes cybercriminels, UNC 6040 et UNC 6395, qui ciblent les plateformes Salesforce pour vol de données et extorsion. Depuis début 2025, UNC 6040 utilise des attaques de type phishing et ingénierie sociale. Les acteurs se font passer pour du support informatique et incitent les employés de centres d'appel à partager leurs identifiants ou à approuver des applications malveillantes. Ils exploitent notamment des versions modifiées de l'outil Salesforce, Data Loader, puis utilisent des jetons OAuth pour contourner la MFA et extraire en masse les données par API. Leurs attaques sont attribuées à des groupes comme Shiny Hunters et Scattered Spider, avec des victimes notables telles que Google, Cisco, Adidas, Qantas et Allianz. Le FBI indique également que les attaquants créent des comptes Salesforce d'essai pour enregistrer des applications malveillantes et échapper à la détection. Certaines victimes reçoivent ensuite des emails d'extorsion exigeant des paiements en crypto-monnaie. De son côté, UNC 6395 a exploité en août 2025 des jetons OAuth compromis de l'application Salesloft Drift, intégrée notamment dans Salesforce et permettant l'exfiltration de données. Les Salesloft a révoqué tous les jetons le 20 août 2025. Le rapport du FBI inclut des indicateurs de compromission et recommande des mesures défensives, notamment la formation des collaborateurs à reconnaître les attaques, l'application stricte de la MFA, la limitation des privilèges, la surveillance des API et la rotation régulière des clés et jetons d'authentification.
La Suisse prépare une nouvelle réglementation sur l'anonymat et la vie privée. Le gouvernement suisse pourrait imposer aux fournisseurs de services ayant plus de 5000 utilisateurs de collecter une pièce d'identité officielle, de conserver les données des abonnés pendant 6 mois et de désactiver le chiffrement sur demande aux autorités. Cette mesure mettrait fin à l'anonymat en ligne, y compris pour des utilisateurs situés hors de Suisse. Elle inquiète fortement les défenseurs des libertés numériques et les entreprises spécialisées dans la protection de la vie privée. Plusieurs acteurs de la cybersécurité ont déjà réagi. Proton a annoncé le 23 juillet 2025 le déplacement de la majorité de son infrastructure hors de Suisse. L'entreprise a investi plus de 100 millions d'euros dans l'Union européenne pour développer un projet baptisé Eurostack. Son fondateur, Andy Yen, estime que la réglementation revient à instaurer une surveillance de masse, illégale selon lui dans l'Union européenne et aux États-Unis. Il compare cette proposition à la législation en vigueur en Russie. La justification des autorités suisses est d'affirmer qu'il s'agit d'une mesure nécessaire pour lutter contre les cyberattaques, la criminalité organisée et le terrorisme, tout en assurant que des garde-fous seront appliqués. Une consultation publique doit avoir lieu avant l'adoption de la règle, mais les organisations comme Nîmes VPN, des acteurs politiques et des ONG s'opposent fermement au texte. Les impacts pour les utilisateurs sont de devoir fournir un document officiel comme un passeport ou un permis de conduire pour s'inscrire. Les prestataires devront conserver ces informations avec les noms, adresses e-mail, numéro de téléphone, adresse IP et numéro de port pendant au minima 6 mois. Et les autorités pourront obtenir ces informations sur simple demande sans aucune décision de justice. Selon l'association EDRI, European Digital Rights, le projet menace le droit à l'anonymat qui protège de nombreuses communautés, notamment les journalistes, les défenseurs des droits humains et les minorités, souvent ciblées par des gouvernements. Bruce Schneier remonte un rapport du CSRB américain pour promouvoir l'efficacité des notifications aux victimes de cyberattaques. Le rapport souligne que les victimes doivent être prévenues rapidement pour évaluer les impacts et se protéger, mais que les notifications restent difficiles à mettre en place. Souvent, les entreprises en charge de la notification ne connaissent pas l'identité réelle des victimes et n'ont qu'une adresse e-mail pour les prévenir. De plus, les victimes doutent de la légitimité des messages, car les cybercriminels utilisent fréquemment ce type de prétexte pour du phishing. Le rapport émet l'idée d'une notification native et décrit une feuille de route pour surmonter les obstacles autour de 3 axes. L'amélioration des processus existants par un guide de bonne pratique, le développement de solutions de partage des notifications de manière privée et sécurisée sur plusieurs plateformes, et enfin le renforcement de l'accompagnement des victimes après notification. Apple a signalé une campagne de spyware visant des utilisateurs français, et le CERT-FR a confirmé l'information le 3 septembre dernier. C'est la 4e fois cette année, après les alertes du 5 mars, du 29 avril et du 25 juin. Lors de cette campagne, 200 utilisateurs ont reçu une notification in-app, selon l'éditeur. Des journalistes, avocats, militants, responsables politiques, hauts fonctionnaires ou encore des membres de comités stratégiques sont ciblés, c'est-à-dire des personnes en raison de leur statut ou de leur fonction. Plusieurs vulnérabilités sont utilisées par les attaquants, notamment une vulnérabilité WhatsApp, la CVE 2025-55177, en combinaison avec une vulnérabilité iOS, la CVE 2025-43300. En réponse à cette campagne, Apple a introduit une fonctionnalité appelée Memory Integrity Enforcement, destinée à compliquer l'exploitation des vulnérabilités de corruption mémoire par les spyware. L'article évoque le rapport de l'Atlantic Council montrant la forte évolution du marché du spyware. En effet, le nombre d'investisseurs américains dans ces technologies est passé de 11 en 2023 à 31 en 2024, dépassant Israël, l'Italie et le Royaume-Uni. Le rapport identifie 2 holdings, 55 individus, 34 investisseurs, 18 partenaires, 7 filiales, 10 fournisseurs, 4 vendeurs actifs dans l'année écoulée. De nombreux acteurs sont apparus, notamment au Japon, en Malaisie et au Panama, aux côtés de sociétés comme l'israélienne Bindacy ou l'italienne SEO. Samsung a corrigé une vulnérabilité critique exploitée en 0 day sur ses appareils Android.
La faille est référencée comme la CVE 2025-21043. Elle concerne les appareils sous Android 13 ou version ultérieure et a été signalée le 13 août 2025 par les équipes sécurité de Meta et WhatsApp. Le problème se situe dans la bibliothèque. Ce que vous n'entendrez pas, chers auditeurs, c'est que la voix a lu ma partie. Le problème se situe dans la bibliothèque Libby Magic Codec Curam.so développée par Curam Soft. Il s'agit d'une vulnérabilité de type Out of Bounds Write permettant l'exécution de code arbitraire à distance. Samsung a confirmé que des exploits circulaient déjà dans la nature avant la publication du correctif dans le Security Maintenance Release de septembre 2025. On ne sait pas si les attaques visaient uniquement les utilisateurs de WhatsApp, mais d'autres applications exploitant cette bibliothèque pourraient également être concernées. Meta a indiqué avoir partagé avec Apple et Samsung durant l'été les résultats de leur enquête sur des exploitations très ciblées. Apple avait déjà corrigé en août une autre zero day, la CVE 2025-43300, et WhatsApp avait publié un correctif pour la CVE 2025-55-177 sur iOS et macOS qui se chaînait avec la CVE 2025-43300. Amnesty International a précisé que WhatsApp avait averti certains utilisateurs ciblés dans le cadre d'une campagne de spyware avancée. Un autre correctif publié depuis début septembre concerne une ancienne vulnérabilité impactant les serveurs Samsung Magic Info 9, un CMS utilisé pour contrôler à distance les affichages numériques, notamment dans les aéroports et les hôpitaux. Cette CVE 2024-73-99 permet l'exécution de code à distance sans authentification. La vulnérabilité a été identifiée comme exploitée pour déployer des malwares sur des environnements non mis à jour. DoorDash, un service de livraison aux États-Unis, compte désormais plus de 40 millions d'utilisateurs et a vu plusieurs types d'escroqueries émerger. Ces arnaques ciblent à la fois des clients, mais aussi les livreurs, les dashers. Elles incluent des fraudes au faux support client, des abus sur les commandes, cash on delivery, les paiements en espèces à la livraison, et de fausses déclarations de non-livraison. Comment fonctionnent les arnaques liées au faux support client ? Les fraudeurs se font passer pour le support DoorDash et contactent les victimes par SMS ou téléphone. Ils réclament des identifiants, des mots de passe, des codes de vérification pour détourner les fonds. Un escroc aurait ainsi dérobé près d'$1 million à environ 700 dashers. Qu'en est-il des fraudes liées au paiement en espèces à la livraison ? Dans ce scénario, les clients prétendent avoir déjà réglé la commande par carte et refusent de payer en espèces. Le dasher se retrouve alors contraint d'assumer le coût de la commande, sauf s'il a pu contacter le support pour vérifier. Et c'est là qu'on retrouve s'il existe des fraudes initiées par certains clients. Oui, des utilisateurs affirment faussement que leur commande n'est jamais arrivée pour obtenir soit le remboursement ou le crédit de la commande. Ces pratiques peuvent entraîner des sanctions pour les dashers concernés, allant jusqu'à la perte de leur compte. L'article a aussi évoqué des recommandations pour se protéger. Notamment vérifier les communications auprès du support officiel dans l'application, ne jamais partager ses codes de vérification, éviter les liens suspects et signaler toute activité frauduleuse. Les dashers sont également invités à se méfier des commandes atypiques et à limiter les livraisons avec paiement en espèces. Et voilà, cet épisode de Radio Cesseur du dimanche 14 septembre touche à sa fin. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. C'était un essai. On avait dit qu'on installerait un studio pour pouvoir enregistrer à plusieurs. Là, j'ai fait un essai, j'ai téléphoné à La Voix. Donc, merci à La Voix pour cette participation exceptionnelle. Merci de l'invitation. D'ici là, on reste vigilant, on surveille son système et surtout, on ne réfléchit pas, on patch. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Je vous embrasse très fort. On a galéré, hein. On a fait 7 prises. Vous vous rendez compte, 7 prises pour faire l'épisode et j'ai cru que j'allais jeter le micro à travers... quoi. Ça marche pas terrible le Bluetooth pour téléphoner, hein. Mais bon, on va y arriver. Ça va être top. Maintenant, il reste le montage parce que tout est sur du multipiste. Je vais pleurer.
À demain.